Le 15 août 1984, 3 personnes disparaissent sans laisser de traces dans la ville sainte de Lourdes. Pas n'importe quelle personne. 2 prêtres et leur mère. Une famille entière consacrée à Dieu, évaporée en une seule nuit. La table du dîner encore mise, les portes fermées de l'intérieur. Aucun signe de lutte. Les autorités fouillent chaque recoin de la ville, interrogent des centaines de pèlerins, mobilisent des équipes de recherche dans les Pyrénées. Rien. Pendant 40 ans, ce mystère hante la communauté catholique française. 40 ans de prière, de théorie, de culpabilité collective. Puis, en 2024, les ouvriers découvrent 3 squelettes dans le sous-sol de l'ancienne résidence paroissiale. L'analyse ADN qui suit bouleverse tout ce que l'on croyait savoir sur cette famille pieuse. Car les résultats révèlent une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Un secret si terrible qu'il a coûté la vie à 3 personnes et a été enterré avec elles pendant 4 décennies. Qu'est-ce qui peut pousser une famille de serviteurs de Dieu à disparaître ainsi? Et surtout, quel secret le sang peut-il révéler 40 ans après? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lourdes, nichée au pied des Pyrénées dans le département des Hautes-Pyrénées, n'est pas une ville ordinaire. Depuis les apparitions mariales de 1858, elle attire chaque année des millions de pèlerins du monde entier. En 1984, la ville compte environ 17 000 habitants permanents, mais ce chiffre peut tripler pendant la haute saison touristique entre avril et octobre. Les hôtels, les magasins de souvenirs religieux, les restaurants, tout dans cette ville gravite autour du sanctuaire et de la grotte de Massabielle. L'économie locale dépend entièrement de cette industrie du pèlerinage, créant une atmosphère unique où le sacré et le commercial se mêlent constamment. La paroisse Saint-Pierre, située dans le quartier résidentiel à quelques rues du sanctuaire principal, sert principalement la population locale. C'est une église modeste comparée aux grandes basiliques du sanctuaire, construite en pierre grise des Pyrénées au début du XXe siècle. Son presbytère adjacent, une bâtisse de 3 étages avec des volets bleus et un petit jardin clos, abrite depuis toujours les prêtres de la paroisse. En 1984, 2 frères y vivent, le père Henri Garnier et le père Marc Garnier. Henri Garnier, 42 ans, est le curé titulaire de Saint-Pierre depuis 1979. C'est un homme de taille moyenne, aux cheveux châtains parsemés de fils gris, toujours impeccablement vêtu de sa soutane noire. Les paroissiens le décrivent comme méthodique, sérieux, parfois distant mais juste. Il prépare ses homélies avec une précision d'horloger, cite souvent saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, et gère les finances paroissiales avec une rigueur que l'évêché apprécie particulièrement. Ordonné prêtre à 26 ans, il a d'abord servi dans une paroisse rurale près de Pau avant d'obtenir ce poste à Lourdes, considéré comme prestigieux malgré sa modestie apparente. Henri ne sourit pas beaucoup, mais son dévouement aux malades et aux mourants lui vaut un respect profond. Marc Garnier, 38 ans, est vicaire depuis 1982. Contrairement à son frère, Marc rayonne d'une chaleur naturelle. Plus grand qu'Henri, avec des cheveux noirs bouclés et des yeux verts pétillants, il a un sourire contagieux et une façon de parler qui met immédiatement les gens à l'aise. Les enfants du catéchisme l'adorent, les jeunes couples le choisissent pour célébrer leur mariage, et même les paroissiens les plus éloignés de l'église se sentent accueillis par lui. Marc joue de la guitare, organise des veillées de prière modernes, cite Jean-Paul II avec enthousiasme. Ordonné plus tard qu'Henri, à 32 ans, après des études prolongées et une période de doute vocationnel, il semble avoir trouvé dans le sacerdoce une vraie joie. Mathilde Garnier, 67 ans, est la mère des 2 prêtres. Veuve depuis 1975, quand son mari Georges est mort d'une crise cardiaque, elle vit au presbytère avec ses fils depuis 1980. Petite femme aux cheveux blancs toujours coiffée en chignon serré, elle porte invariablement du noir ou du gris foncé.
Mathilde s'occupe de l'entretien du presbytère, cuisine pour ses fils, repasse leurs vêtements liturgiques avec un soin maniaque. Les paroissiens la connaissent comme une femme pieuse, mais austère, qui prie son chapelet pendant les messes, participe à toutes les cérémonies, mais parle peu. Certains la trouvent froide, d'autres la comprennent comme quelqu'un qui a beaucoup souffert et trouve réconfort dans la routine et la prière. La dynamique familiale au presbytère fonctionne comme une horloge. Mathilde se lève à 5h30 pour préparer le petit déjeuner. Henri célèbre la messe de 7h, Marc celle de 18h. Les repas sont pris ensemble à des heures fixes. Déjeuner à 12h30, dîner à 19h30. Peu de conversation pendant les repas, sauf Marc qui essaie parfois d'animer l'atmosphère avec des anecdotes de la paroisse. Le soir, Henri travaille dans son bureau au 2e étage, étudiant les textes liturgiques ou gérant les affaires administratives. Marc visite souvent des paroissiens malades ou anime des groupes de jeunes. Mathilde tricote dans le salon en écoutant Radio Notre-Dame, monte se coucher à 21h précises. Pour la communauté, les Garnier représentent un modèle de famille catholique. 2 fils prêtres, quelle bénédiction! On envie Mathilde, on admire les frères qui ont choisi de servir ensemble. Personne ne perçoit les tensions sous-jacentes, les silences pesants pendant les repas. La façon dont Mathilde regarde parfois Marc avec une intensité troublante, ou comment Henri évite certains sujets de conversation. En surface, tout semble parfait. C'est exactement ce que cette famille a toujours voulu projeter. L'été 1984 est particulièrement chaud dans le sud de la France. À Lourdes, la haute saison bat son plein. Les hôtels affichent complets, les processions aux flambeaux attirent des milliers de fidèles chaque soir, et les prêtres locaux croulent sous les demandes de messes, confessions et bénédictions. Pour Henri et Marc, c'est la période la plus exigeante de l'année. Ils célèbrent parfois 3 ou 4 messes par jour, entendent des confessions jusqu'à tard le soir, assistent les pèlerins malades. Le 15 août, fête de l'Assomption, est toujours le jour le plus intense. Cette année-là, le temps est magnifique. Ciel d'un bleu éclatant, température atteignant 32 degrés à l'ombre. La ville déborde littéralement de pèlerins. Henri célèbre la grand-messe solennelle à 10h à Saint-Pierre. L'église remplie à craquer, l'orgue résonnant majestueusement. Marc assiste et aide à distribuer la communion à une interminable file de fidèles. La cérémonie dure près de 2 heures. L'après-midi, les 2 frères participent à la procession mariale au sanctuaire. Des milliers de personnes suivent la statue de la Vierge dans les allées, chantant l'Ave Maria, récitant le chapelet. Henri porte l'ostensoir lors de la bénédiction du Saint-Sacrement, une responsabilité qu'il prend très au sérieux. Marc aide à coordonner les groupes de pèlerins, souriant malgré la fatigue visible sur son visage. La chaleur est accablante, les soutanes noires absorbent le soleil. Plusieurs pèlerins âgés doivent être aidés par les brancardiers. Vers 17h, les frères rentrent au presbytère. Madame Claudine Ferrer, une voisine qui habite 3 maisons plus loin, les voit arriver. Elle témoignera plus tard qu'ils marchaient en silence, l'un derrière l'autre plutôt que côte à côte, ce qu'elle trouve inhabituel, mais attribue à la fatigue. Henri porte sous le bras un dossier brun qu'elle ne lui a jamais vu auparavant. Marc a enlevé son col romain, sa chemise noire ouverte au col, transpirant visiblement. À 19h15, Mathilde sert le dîner. Le menu est simple, soupe froide, salade niçoise, pain, fromage, fruits. Monsieur André Laborde, le sacristain de Saint-Pierre, arrive à 19h30 pour parler avec Henri d'un problème de fuite d'eau dans la sacristie. Il sonne à la porte, n'obtient pas de réponse. Il sonne à nouveau, attend 5 minutes, sonne une 3e fois. Aucune réponse. Il trouve cela étrange, car les Garnier ne sortent jamais pendant le dîner, mais se dit qu'ils sont peut-être épuisés et ne veulent pas être dérangés. Il repart, décidant de revenir le lendemain matin. À 21h, sœur Marguerite, une religieuse qui enseigne au catéchisme, téléphone au presbytère pour confirmer l'horaire d'une réunion prévue le lendemain. Le téléphone sonne longuement, personne ne répond.
Elle trouve cela inhabituel car Mathilde répond toujours, mais pense que la famille est peut-être allée se coucher tôt après cette journée épuisante. Le 16 août au matin, à 6h30, Monsieur Laborde arrive pour préparer l'église avant la messe de 7h. Henri n'apparaît pas. À 7h15, inquiet, Laborde va sonner au presbytère. Aucune réponse. Il fait le tour de la maison, regarde par les fenêtres. Les volets sont fermés, aucun signe de mouvement. Il retourne à l'église où une trentaine de fidèles attendent, perplexes. Jamais Henri n'a manqué une messe sans prévenir. À 8h, Laborde et 2 paroissiens retournent au presbytère. Ils sonnent, frappent, appellent. Toujours rien. Laborde a un double des clés pour les urgences. Après une hésitation, il décide d'entrer. La porte s'ouvre sans résistance. À l'intérieur, tout semble normal. Trop normal. La cuisine est rangée, la vaisselle lavée et séchée sur l'égouttoir. La table de la salle à manger est mise pour 3 personnes, mais aucune trace de repas consommé. Dans le salon, un tricot inachevé sur le fauteuil de Mathilde. Dans le bureau d'Henri, au 2e étage, des papiers soigneusement empilés, un stylo posé à angle droit sur un cahier. Dans la chambre de Marc, son bréviaire ouvert à la page du 15 août. Les lits sont faits, les valises sont dans les armoires, les portefeuilles, les papiers d'identité, tout est là. Mais aucune trace d'Henri, Marc ou Mathilde. Laborde appelle immédiatement la gendarmerie. À 9h30, 3 gendarmes arrivent et commencent une inspection minutieuse. Aucun signe de lutte, aucune trace d'effraction, aucune note laissée. Les portes et fenêtres étaient toutes fermées de l'intérieur. Comment 3 personnes peuvent-elles disparaître d'une maison verrouillée de l'intérieur? La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans Lourdes. À midi, des dizaines de paroissiens se rassemblent devant Saint-Pierre, choqués, incrédules. Des journalistes commencent à arriver. L'évêché de Tarbes envoie un représentant. À 15h, le procureur de la République ordonne l'ouverture d'une enquête officielle pour disparition inquiétante. Le capitaine Bernard Vidal, chef de la brigade de gendarmerie de Lourdes, prend personnellement en charge l'affaire. Vidal, 53 ans, 28 ans de service, a géré des dizaines d'affaires de personnes disparues dans la région montagneuse. Mais jamais quelque chose comme ça. 3 personnes, dont 2 prêtres, évaporées sans explication. Il constitue immédiatement une équipe de 12 gendarmes et lance plusieurs actions parallèles. Première hypothèse, accident en montagne. Peut-être sont-ils allés se promener après le dîner et se sont perdus ou blessés. Mais pourquoi tous les 3 ensemble, sans en informer personne, sans prendre de vêtements appropriés? Et pourquoi la maison était-elle fermée de l'intérieur? Néanmoins, des équipes de recherche avec chiens sont envoyées dans les sentiers autour de Lourdes, fouillant systématiquement les zones où des randonneurs se perdent parfois. Deuxième hypothèse, fuite volontaire. Peut-être Henri et Marc ont-ils abandonné le sacerdoce, emmenant leur mère avec eux pour commencer une nouvelle vie ailleurs? Vidal vérifie les comptes bancaires. Aucun retrait inhabituel. Il interroge les autres prêtres du diocèse. Personne n'a détecté de crise de foi chez les frères. Il contacte les gares ferroviaires et routières. Aucun signalement de 3 personnes correspondant à leur description. Troisième hypothèse, enlèvement. Mais par qui et pourquoi? Les Garnier ne sont pas riches, l'église locale non plus. Aucune demande de rançon n'arrive. Aucun témoin n'a vu de véhicule suspect près du presbytère. Quatrième hypothèse, meurtre. Vidal l'examine méthodiquement malgré l'absence de corps. Qui aurait voulu tuer 2 prêtres et leur mère âgée? Il interroge tous les paroissiens, cherche des conflits, des rancunes. Il découvre qu'Henri était parfois strict dans ses décisions, qu'il avait refusé des sacrements à certaines personnes qu'il jugeait indignes, mais rien qui justifie un triple meurtre. Marc était universellement aimé, impossible d'imaginer quelqu'un lui voulant du mal. Les jours deviennent des semaines. Les fouilles s'étendent, les interrogatoires se multiplient. L'affaire fait la une des journaux nationaux. Le mystère des prêtres disparus de Lourdes fascine toute la France. Des dizaines de théories circulent. Certains évoquent une intervention divine, un enlèvement mystique. D'autres parlent de complots au sein de l'Église, de secrets inavouables.
Les plus rationnels penchent pour un accident tragique dont les corps n'ont pas encore été retrouvés. À la fin septembre, après 6 semaines d'enquête intensive, Vidal doit admettre qu'il n'a aucune piste solide. Les recherches en montagne n'ont rien donné. Aucune trace bancaire ou téléphonique, aucun témoin fiable. Le dossier reste ouvert, mais l'intensité des recherches diminue progressivement. La vie reprend son cours à Lourdes, même si le mystère continue de hanter la communauté. Saint-Pierre se retrouve sans prêtre. L'évêque nomme rapidement un remplaçant, le père Jacques Fontaine, un homme d'une 50aine d'années qui arrive de Toulouse. Fontaine est efficace, mais impersonnel. Il ne vit pas au presbytère, préférant louer un petit appartement en ville. Les paroissiens le respectent, mais ne s'attachent pas à lui comme il l'était à Marc. Les messes du dimanche voient leur fréquentation baisser de presque 30%. Le presbytère reste vide pendant des mois. Les affaires personnelles des Garnier sont inventoriées par les gendarmes, puis entreposées dans des cartons au grenier. L'évêché envisage différentes options. Transformer le lieu en maison d'accueil pour pèlerins, le vendre, le louer. Finalement, en 1986, il est décidé d'en faire un petit musée sur l'histoire de la paroisse Saint-Pierre et du pèlerinage à Lourdes. Le rez-de-chaussée est aménagé avec des vitrines contenant des objets religieux anciens, des photographies historiques, des vêtements liturgiques du XIXe siècle. Les étages supérieurs restent fermés au public. Madame Ferrer, la voisine qui a vu Henri et Marc rentrer le dernier jour, développe une obsession pour l'affaire. Elle tient un cahier où elle note chaque détail qu'elle se rappelle, chaque théorie qu'elle entend. Elle interroge tous les voisins, essaie de reconstituer les dernières heures de la famille. En 1987, elle contacte plusieurs fois le capitaine Vidal, maintenant à la retraite, pour lui proposer ses nouvelles découvertes. Vidal l'écoute poliment, mais ne trouve rien d'utile dans ses spéculations. André Laborde, le sacristain qui a découvert la disparition, ne s'en remet jamais vraiment. Il se sent coupable de ne pas avoir insisté davantage le soir du 15 août. « Si seulement j'avais fracassé la porte ce soir-là, peut-être aurais-je pu empêcher quelque chose », répète-t-il à qui veut l'entendre. Il continue son service à Saint-Pierre jusqu'à sa mort en 2002 à 78 ans, emportant avec lui ses remords et ses questions. Sœur Marguerite, la religieuse qui avait téléphoné sans obtenir de réponse, quitte Lourdes en 1988 pour un couvent contemplatif en Bretagne. Elle écrira dans une lettre à une ancienne collègue « Je ne peux plus vivre dans cette ville où la prière n'a pas suffi à protéger 3 âmes pieuses. J'ai besoin de silence pour comprendre les voies du Seigneur. » Les théories continuent d'évoluer au fil des années. En 1989, un journaliste publie un livre suggérant que les Garnier faisaient partie d'un réseau secret au sein de l'Église et que leur disparition est liée à des scandales financiers au Vatican. Le livre se vend bien, mais ne contient aucune preuve concrète. En 1995, une émission de télévision consacrée aux mystères non résolus présente l'affaire, interviewant d'anciens paroissiens et gendarmes. De nouveaux témoins se manifestent, prétendant avoir vu les Garnier dans différentes régions de France, mais aucune de ces pistes ne mène nulle part. Le père Fontaine prend sa retraite en 2005. Son successeur, le père Antoine Mercier, un jeune prêtre de 35 ans, arrive avec des idées modernes. Il trouve le musée du presbytère poussiéreux et mal entretenu. En 2007, il propose à l'évêché une rénovation complète. Ce lieu devrait honorer la mémoire des Garnier, pas les laisser dans l'oubli derrière des vitrines sales, argumente-t-il. L'évêque approuve le projet, mais le budget est limité. Les travaux sont donc reportés. Entre-temps, Lourdes elle-même évolue. La fréquentation du sanctuaire diminue légèrement au fil des décennies, même si la ville reste un haut lieu du catholicisme mondial. De nouveaux hôtels sont construits, d'anciens sont rénovés. Le quartier autour de Saint-Pierre se transforme lentement, avec quelques commerces qui ferment, remplacés par des résidences pour retraités. En 2015, Madame Ferrer, maintenant âgée de 92 ans et souffrant de démence, est placée dans une maison de retraite. Ses enfants vident sa maison et découvrent le cahier rempli de notes sur l'affaire Garnier.
Ils le feuillettent avec tristesse, réalisant à quel point leur mère a été hantée par ce mystère pendant plus de 30 ans. Ils offrent le cahier aux archives diocésaines, où il est catalogué et oublié. Le temps passe. Les témoins directs de la disparition meurent un par un. Les jeunes générations de Lourdes connaissent l'histoire comme une légende locale, quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, avant leur naissance. Le dossier de gendarmerie, transféré au commissariat de police nationale lors de la réorganisation des forces de l'ordre, dort dans un sous-sol avec des milliers d'autres affaires classées. Mais parfois, le passé refuse de rester enterré. En 2022, l'évêché de Tarbes lance enfin le projet de rénovation complète du presbytère de Saint-Pierre. Le budget est désormais disponible grâce à une donation importante d'un riche paroissien décédé qui a spécifiquement légué des fonds pour préserver le patrimoine religieux de Lourdes. Le père Mercier, maintenant âgé de 52 ans et toujours curé de la paroisse, voit enfin son rêve se réaliser. Les travaux commencent en mars 2023. L'entreprise choisie, Rénovation Pyrénées, est spécialisée dans la restauration de bâtiments historiques. Le chef de chantier, M. Olivier Blanc, 47 ans, a travaillé sur plusieurs églises et monuments de la région. Il sait comment traiter les vieilles pierres, les poutres anciennes, les fondations délicates. Les ouvriers commencent par le rez-de-chaussée, rénovant les espaces du musée, changeant l'éclairage, restaurant les boiseries. En juin, ils montent au premier étage, puis au deuxième. En septembre, il ne reste plus que le sous-sol, rarement visité, servant principalement de débarras pour le vieux matériel de l'église. Le sous-sol du presbytère est voûté, avec des murs en pierre humide et un sol en terre battue inégal. On y accède par un escalier raide depuis la cuisine. L'électricité y a été installée sommairement dans les années 70, juste quelques ampoules nues pendant au plafond. L'endroit sent le moisi et le renfermé. Des cartons moisis s'empilent dans les coins, contenant d'anciens registres paroissiaux, des ornements liturgiques hors d'usage, des statues cassées. Le 11 octobre 2023, Blanc et deux ouvriers, Julien Roche et Thomas Arnaud, descendent au sous-sol pour évaluer les travaux nécessaires. Le plan prévoit de couler une dalle en béton pour assainir le sol, d'installer un système de drainage pour combattre l'humidité et de créer une salle de stockage climatisée pour les archives paroissiales. On va commencer par évacuer tous ces cartons, décide Blanc. Les trois hommes passent la matinée à monter les boîtes au rez-de-chaussée, toussant à cause de la poussière et de la moisissure. Vers 11h30, ils ont vidé l'espace. Blanc examine alors le sol de plus près avec sa lampe torche. La terre est compactée de façon inégale. À certains endroits, elle semble plus meuble, plus sombre. Il faudra probablement creuser sur au moins 50 cm pour avoir une base stable pour la dalle, dit-il à ses collègues. L'après-midi, ils commencent à creuser dans un coin, testant la composition du sol. Roche manie la pioche. Arnaud évacue la terre avec une pelle dans des seaux qu'ils montent ensuite dehors. À environ 30 cm de profondeur, la pioche de Roche heurte quelque chose de dur. Un caillou, pense-t-il d'abord. Il creuse autour, dégage l'objet. Puis il s'arrête net. « Chef, venez voir ça !» Blanc s'approche, se penche. Dans le faisceau de la lampe, il voit un fragment d'os, long, clairement pas d'animal. Blanc, qui a grandi à la campagne et a vu des ossements de bétail toute son enfance, reconnaît immédiatement ce que c'est. « Sortez du trou, maintenant, ne touchez plus à rien !» Les trois hommes remontent au rez-de-chaussée. Blanc appelle immédiatement le père Mercier, qui arrive en courant de l'église. Ils redescendent ensemble. Mercier regarde l'os partiellement dégagé, son visage devenant livide. « Appelez la police », dit-il d'une voix tremblante. À 13h15, 3 policiers du commissariat de Lourdes arrivent. À 14h, le procureur de la République est informé. À 15h30, une équipe de la police scientifique arrive de Tarbes, avec des projecteurs, du matériel de fouille, des photographes. Le périmètre autour du presbytère est bouclé. La presse locale commence à arriver. Le commissaire Alain Duchamp, 58 ans, prend la direction de l'investigation. Duchamp connaît l'affaire Garnier. Jeune policier à Pau en 1984, il a suivi le dossier de loin à l'époque, fasciné par le mystère. Maintenant,
proche de la retraite, il se retrouve face à ce qui pourrait être la résolution d'une des affaires les plus célèbres de la région. Les techniciens de la police scientifique travaillent méthodiquement. Ils installent un éclairage puissant, quadrillent la zone, commencent à creuser avec une extrême précaution. Centimètre par centimètre, ils dégagent le sol. Vers 18 heures, ils ont mis au jour un premier squelette complet, en position fétale, enveloppé de ce qui reste d'un tissu sombre. À 20 heures, un deuxième squelette apparaît à moins d'1 mètre du premier. À 22 heures, un troisième. 3 corps, enterrés à environ 40 cm de profondeur dans le sous-sol du presbytère de Saint-Pierre. Les squelettes sont photographiés sous tous les angles, chaque détail documenté. Duchamp observe en silence, son esprit travaillant à toute vitesse. 3 personnes disparues, 3 corps retrouvés dans leur propre maison. Cela change tout. Le lendemain matin, le médecin légiste, Dr Éric Laval, examine les restes sur place avant leur transport au laboratoire. 2 squelettes adultes de taille moyenne, un squelette plus petit et plus fragile, probablement une personne âgée ou une femme. Aucune trace évidente de traumatisme sur les os, mais cela ne signifie rien. De nombreuses causes de mort ne laissent pas de marques sur les os. L'information fuite rapidement. Le soir du 12 octobre, tous les journaux télévisés nationaux ouvrent sur la découverte macabre à Lourdes. Le mystère des prêtres disparus revient sur le devant de la scène après 39 ans. Les journalistes déterrent les vieilles photos d'Henri, Marc et Mathilde. Les théories ressurgissent, amplifiées par les réseaux sociaux. Le hashtag « Checker Mister Lourdes » devient tendance. Duchamp sait qu'il doit aller vite avant que les spéculations ne deviennent incontrôlables. Il ordonne une analyse ADN en urgence. Les ossements sont transportés au laboratoire de police scientifique de Toulouse, l'un des plus avancés de France. Le docteur Sophie Lemaire, généticienne judiciaire de 43 ans, prend en charge l'analyse. Lemaire extrait des échantillons de différents os de chaque squelette. L'ADN ancien est dégradé après tant d'années, mais pas impossible à analyser avec les techniques modernes. Elle commence par essayer d'établir le profil génétique de chaque individu. C'est un travail minutieux qui prend plusieurs semaines. En attendant, Duchamp rouvre officiellement le dossier Garnier. Il lit et relit les centaines de pages du rapport original. Il essaie de retrouver les témoins encore vivants. Madame Ferrer est décédée en 2018, André Laborde en 2002, le capitaine Vidal en 2009, Sœur Marguerite en 2015. Tant de morts, mais quelques paroissiens de l'époque sont encore là, maintenant dans leurs 70 ou 80 ans. Duchamp les interroge à nouveau, mais 40 ans plus tard, les souvenirs sont flous et peu fiables. Il demande aussi l'accès aux archives diocésaines. Dans les dossiers poussiéreux, il trouve les fiches de carrière d'Henri et Marc. Ordination, affectation, évaluation de leurs supérieurs. Tout semble normal, rien qui suggère des problèmes. Puis en novembre, il trouve quelque chose d'intéressant. Dans le registre des baptêmes de la paroisse Saint-Jean de Tarbes, un acte daté du 3 mars 1946. Un enfant nommé Marc, fils de Mathilde Garnier, célibataire. Père inconnu. Duchamp se fige. Marc est né hors mariage Mais alors, pourquoi tout le monde, y compris les documents diocésains, parle d'Henri et Marc comme frères, fils de Georges et Mathilde Garnier? Il vérifie l'acte de naissance d'Henri. Né le 17 juin 1942, à Tarbes, fils de Georges Garnier et Mathilde Né-Laurent. Acte de mariage des parents, 23 mai 1941. Tout est en ordre pour Henri. Mais pour Marc, c'est différent. Duchamp cherche l'acte de mariage qui aurait légitimé Marc, l'aurait fait reconnaître par Georges. Il ne le trouve pas. Pourtant, dans tous les documents ultérieurs, Marc porte le nom Garnier, est présenté comme fils de Georges. Comment est-ce possible? Il interroge des experts en droit de l'état civil. On lui explique qu'à l'époque, il était possible qu'un mari reconnaisse l'enfant de sa femme né avant le mariage, ou même durant le mariage, si l'époux acceptait de l'élever comme le sien. Mais normalement, cela requiert des démarches officielles. Ici, il semble que ces démarches n'aient jamais été faites formellement ou que les documents aient été perdus.
Duchamp comprend qu'il tient peut-être quelque chose. Un secret familial. Marc n'était pas le fils de Georges. Mathilde avait eu un enfant illégitime avant ou au début de son mariage. Dans la France catholique des années 40, c'était une honte terrible. Les familles cachaient ce genre de choses, créaient des fictions pour protéger leur réputation. Mais quel rapport avec les disparitions et les morts 40 ans plus tard? Duchamp ne voit pas encore la connexion. Il attend avec impatience les résultats ADN. Le 22 novembre 2023, Sophie Lemaire contacte Duchamp. Elle a des résultats, mais ils sont troublants. Pourrait-il venir au laboratoire à Toulouse? Duchamp fait le trajet le lendemain matin, un mercredi froid et pluvieux. Dans le bureau de Lemaire, entouré d'écrans d'ordinateur affichant des graphiques génétiques complexes, elle lui explique ses découvertes. « J'ai réussi à établir des profils génétiques pour les 3 individus », commence-t-elle. La qualité de l'ADN n'est pas parfaite après 40 ans, mais suffisante pour des comparaisons. Elle affiche un premier graphique. L'individu A, celui que nous pensons être Mathilde Garnier d'après la taille et l'âge estimé des os, est bien une femme, 65 à 70 ans au moment du décès. Deuxième graphique. L'individu B, probablement Henri Garnier, homme, 40 à 45 ans. Troisième graphique. L'individu C, probablement Marc Garnier, homme, 35 à 40 ans. Maintenant, continue Lemaire, son doigt pianotant nerveusement sur la table, j'ai comparé leurs ADN pour établir les liens de parenté. Elle affiche un nouveau schéma. L'individu B et l'individu A partagent environ 50% de leur ADN. C'est cohérent avec une relation mère-fils. Henri est bien le fils biologique de Mathilde. Mais l'individu C, elle marque une pause. L'individu C partage également environ 50% de son ADN avec l'individu A. Il est aussi le fils biologique de Mathilde. Donc, Marc est aussi son fils, dit Duchamp. C'est ce qu'on pensait, non? Attendez, dit Lemaire. Maintenant, regardez la relation entre B et C, entre Henri et Marc. Elle affiche un autre graphique. Ils partagent environ 25% de leur ADN, pas 50%. Duchamp la regarde sans comprendre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils ne sont pas frères biologiques. Enfin, pas frères complets. Ils sont demi-frères. Ils ont la même mère mais pas le même père. Le silence tombe dans le bureau. Duchamp essaie d'assimiler l'information. Vous êtes absolument certaine? Absolument. Les chiffres ne mentent pas. Henri et Marc ont la même mère, Mathilde, mais des pères différents. Duchamp se souvient de l'acte de baptême qu'il a trouvé. Marc, né de Mathilde, père inconnu. Maintenant, tout prend sens. Marc n'était pas le fils de Georges Garnier. C'était le fils d'un autre homme, un homme dont l'identité a été cachée. Pouvez-vous identifier le père biologique de Marc? Demande Duchamp. Lemaire secoue la tête. Pas sans échantillon ADN de référence. Nous savons seulement que ce n'est pas le même homme qui est le père d'Henri. Pour savoir qui c'était, il faudrait tester des descendants potentiels ou retrouver des effets personnels de suspects. Duchamp retourne à Lourdes, l'esprit en ébullition. Un secret de famille. Marc n'était pas le fils de Georges. Mathilde avait eu une relation avec un autre homme, avant ou même pendant son mariage. Dans les années 40, c'était scandaleux. Si cela s'était su, elle aurait été ostracisée, ses fils marqués par la honte. Mais est-ce que Henri savait? Est-ce que Marc savait? Et si oui, depuis quand? Duchamp retourne aux archives diocésaines avec ses nouvelles questions en tête. Il examine tout avec un regard neuf. Il remarque maintenant des petits détails qu'il avait manqués. Dans les évaluations d'Henri par ses supérieurs, une note de 1984, écrite par l'évêque auxiliaire en juillet, 2 mois avant la disparition. Le père Garnier semble préoccupé ces derniers temps. Quand je lui en ai parlé, il a évoqué des questions familiales difficiles, mais n'a pas souhaité en dire plus. J'ai l'impression qu'il porte un fardeau. Des questions familiales difficiles, en juillet 1984, 1 mois avant la disparition. Duchamp demande l'accès aux effets personnels des Garnier, entreposés depuis 40 ans dans les combles du presbytère. Les cartons sont poussiéreux, jamais ouverts depuis qu'ils ont été scellés en 1984. Avec des gants, il commence à fouiller.
Vêtements, livres, objets de piété. Puis, dans une boîte marquée « Bureau Père Henri », il trouve des dossiers soigneusement classés. Correspondance avec l'évêché, notes de sermons, reçus divers. Et puis, dans un dossier étiqueté « Famille », des documents qui font battre le cœur de Duchamp plus vite, des lettres anciennes, des faire-part, des photos, et tout au fond, une grande enveloppe brune non cachetée, à l'intérieur des papiers jaunis. Le premier document est un acte de naissance original. Marc, né le 3 mars 1946, de Mathilde Laurent, célibataire, père inconnu. Exactement ce que Duchamp a trouvé aux archives. Le deuxième document est une lettre manuscrite datée du 15 juin 1946, adressée à Mathilde. L'écriture est élégante, mais la main tremblante. Mathilde, je ne peux pas continuer à te voir. Ma femme soupçonne quelque chose et je ne peux pas risquer mon mariage et ma position. L'enfant ne portera jamais mon nom. Tu devras gérer seul. Georges est un homme bon. Il acceptera peut-être de t'épouser si tu lui dis que c'est lui le père. Pardonne-moi, mais c'est terminé. P. Juste P. Pas de signature complète. Duchamp photographie tout avec son téléphone, ses mains tremblant légèrement. Il continue à fouiller. Un troisième document, une coupure de journal de 1975, une nécrologie. Monsieur Paul Sarraut, notable de Tarbes, décédé le 3 septembre 1975 à l'âge de 63 ans, laisse dans le deuil son épouse Jeanne, ses enfants. À côté de la nécrologie, une note manuscrite d'Henri, datée du 5 juillet 1984. J'ai enfin compris, Paul Sarraut. Le père de Marc, mère a gardé ce secret toute sa vie. Marc ne sait rien, dois-je lui dire? Dois-je garder ce poison pour moi? Que ferait le Christ? Duchamp relit la note plusieurs fois. Henri a découvert le secret en juillet 1984, un mois avant la disparition. Il savait que Marc n'était pas son frère complet, mais son demi-frère. Il savait que son père, Georges, n'était pas le père biologique de Marc. Il savait que leur mère avait eu une liaison avec Paul Sarraut, probablement un homme marié de bonne famille à Tarbes. Et maintenant, ils sont tous les trois morts, enterrés dans le sous-sol de leur maison. Duchamp consacre les semaines suivantes à reconstituer l'histoire complète. Il recherche tout ce qu'il peut trouver sur Paul Sarraut. Né en 1912 à Tarbes, issu d'une famille bourgeoise. Avocat puis notaire, marié en 1938 à Jeanne Dufour, fille d'un industriel. 3 enfants, 2 fils et une fille, nés respectivement en 1939, 1942 et 1950. Position sociale élevée, respecté dans la communauté, impliqué dans diverses œuvres caritatives catholiques. Duchamp trouve une photo de Sarraut dans les archives du journal local. Un homme élégant, cheveux noirs, yeux clairs. Il compare avec les photos de Marc Garnier. Les ressemblances sont troublantes, même structure faciale, même regard intense. Comment personne n'a-t-il jamais remarqué? Mais peut-être que quelqu'un l'a remarqué. Peut-être que Sarraut lui-même voyait son propre visage dans ce prêtre qui officiait à Lourdes. Peut-être que Mathilde vivait chaque jour avec la peur que la vérité éclate. Duchamp reconstitue la chronologie. Mathilde et Sarraut ont probablement eu leur liaison en 1945, juste après la fin de la guerre. Sarraut était déjà marié. Quand Mathilde est tombée enceinte, il a rompu. Elle s'est retrouvée seule, enceinte, dans une société qui punissait sévèrement les mères célibataires. Georges Garnier, un employé des chemins de fer de Tarbes, veuf avec un jeune fils, Henri, a accepté de l'épouser. Peut-être croyait-il vraiment que l'enfant était de lui, ou peut-être savait-il la vérité, mais a choisi la charité. Henri a grandi croyant Marc son frère complet. Ils ont été élevés ensemble, ont joué ensemble, prié ensemble. Leur vocation religieuse a dû sembler à Mathilde une bénédiction et une malédiction. Une bénédiction car 2 fils prêtres, quelle gloire pour une famille. Une malédiction car cela amenait un scrutin supplémentaire sur leur passé, leurs origines. Et puis, en juillet 1984, Henri a découvert les documents. Peut-être en rangeant les affaires de sa mère, peut-être qu'elle les avait cachés quelque part et qu'il les a trouvés par accident. Le choc a dû être terrible.
Toute sa vie, il avait cru que Marc était son frère. Maintenant, il découvrait que c'était faux, que leur mère avait menti, que leur famille était construite sur un mensonge. Duchamp imagine la scène. Henri confrontant Mathilde. Mathilde terrifiée, suppliant le silence. Henri, le prêtre rigide, attaché à la vérité et à la loi divine, déchiré entre son amour familial et son sens du devoir. Devait-il dire à Marc? Marc avait le droit de connaître ses véritables origines. Mais cela détruirait leur famille, scandaliserait l'Église, ruinerait la mémoire de Georges. Le 15 août, jour de fête, jour de célébration, mais aussi jour de confrontation finale. Duchamp examine à nouveau le témoignage de Madame Ferrer. Elle avait vu Henri rentrer avec un dossier brun sous le bras. Le dossier avec les documents. Il avait décidé. Ce soir-là, après le dîner, il allait tout révéler. Maintenant, Duchamp doit reconstituer ce qui s'est passé ensuite. Les corps n'ont montré aucune trace de violence évidente, mais le docteur Laval a noté que l'un des squelettes, probablement Marc, présentait une fracture du crâne cohérente avec un impact. Les deux autres ne montraient rien. Duchamp formule une hypothèse. Il la teste, la reteste, cherche des failles. Puis il convoque une réunion avec le procureur, le médecin légiste, et Sophie Lemaire. Dans la salle de conférence du commissariat, il présente sa reconstitution. Le 15 août 1984, vers 19h30, la famille Garnier est à table. Henri a décidé de révéler le secret. Il sort les documents, les montre à Marc et à Mathilde. L'effet est dévastateur. Marc, qui a passé toute sa vie croyant être le fils de Georges Garnier, découvre qu'il est le fils illégitime d'un notable de Tarbes, que sa mère a menti toute sa vie, que son frère, qu'il adore, n'est que son demi-frère. La révélation est catastrophique. Une dispute éclate. Marc est furieux, blessé, trahi. Mathilde pleure, supplie. Henri essaie d'expliquer qu'il avait le devoir de dire la vérité. La confrontation devient violente. Marc, dans un état émotionnel extrême, se lève brusquement, bouscule la table. Henri essaie de le calmer, le retient. Marc se débat, perd l'équilibre. Il tombe, heurte sa tête contre le coin de la cheminée en pierre de la salle à manger. Le choc est terrible. Marc s'effondre, inconscient. Henri se précipite, vérifie le pouls. Rien. Dans sa chute, Marc s'est fracturé le crâne. Il est mort instantanément ou presque. Mathilde voit la scène. Son fils cadet, son secret, est mort. La révélation qu'elle a passé toute sa vie à cacher vient de tuer son enfant. Le choc est trop grand pour son cœur âgé. Elle porte les mains à sa poitrine, s'effondre. Crise cardiaque massive. Elle meurt en quelques minutes. Henri se retrouve seul avec deux cadavres. Son frère, sa mère, morts à cause de la vérité qu'il a révélée. La culpabilité est insupportable. Il est prêtre, il a prêché l'importance de la vérité toute sa vie, mais maintenant la vérité a détruit sa famille. Il ne peut pas appeler les secours. Comment expliquer? Les autorités enquêteraient, le scandale éclaterait, toute la communauté catholique serait couverte de honte. Le nom des Garnier, le souvenir de son père Georges, tout serait souillé. Dans un état de panique et de désespoir, Henri prend une décision terrible. Il cache les corps. Il les transporte au sous-sol, creuse dans la terre battue, les enterre. Cela lui prend plusieurs heures, toute la nuit peut-être. Il travaille mécaniquement, en prière constante, demandant pardon à Dieu. Une fois le travail terminé, au petit matin du 16 août, Henri se retrouve face à un choix impossible. Vivre avec ce secret? Affronter la justice? Il ne peut pas, la culpabilité est trop lourde. Il a tué sa famille aussi sûrement que s'il les avait étranglés de ses propres mains. Il écrit peut-être une confession, une lettre expliquant tout, puis il met fin à ses jours. Le procureur intervient. Mais nous n'avons trouvé aucune lettre de confession. Non, admet Duchamp. Il l'a peut-être détruite à la dernière minute, jugeant qu'elle ferait plus de mal que de bien. Ou peut-être qu'elle existe quelque part et que nous ne l'avons pas encore trouvée. Et comment Henri serait-il mort? Demande le docteur Laval. Son squelette ne montre aucun traumatisme. Empoisonnement, suggère Duchamp. Overdose de médicaments. Pendaison, puis chute dans le sous-sol, où il s'est ensuite enterré lui-même.
Non, ça n'a pas de sens. Il s'arrête, réfléchit. Ou peut-être qu'après avoir enterré les deux autres, Henri est descendu une dernière fois au sous-sol. Il s'est allongé à côté d'eux, a pris des médicaments et s'est laissé mourir là. Puis le sous-sol, rarement visité, s'est progressivement effondré sur lui, le recouvrant partiellement de terre, ou quelqu'un d'autre, trouvant son corps plus tard, a fini de l'enterrer. Quelqu'un d'autre? Le procureur fronce les sourcils. Qui? Duchamp hésite. Je ne sais pas, c'est la partie qui reste floue, à moins que... Il retourne aux archives du diocèse. Il cherche les registres des visites épiscopales. En août 1984, l'évêque auxiliaire avait prévu une visite pastorale à Saint-Pierre pour le 17 août. Mais la visite a été annulée à cause de la disparition signalée le 16. Duchamp trouve le nom du vicaire épiscopal de l'époque, Monseigneur Philippe Arnaud. Il vérifie. Arnaud est décédé en 2008, mais il avait un secrétaire, un jeune prêtre nommé Luc Martin. Martin a pris sa retraite en 2015 et vit maintenant dans une maison de retraite pour prêtres à Pau. Le 8 décembre 2023, Duchamp se rend à Pau. Il rencontre le père Martin, maintenant âgé de 69 ans, l'esprit encore vif malgré un corps affaibli. Dans le salon de la maison de retraite, Duchamp lui explique les découvertes récentes. Martin écoute en silence, puis il soupire profondément. « Je me demandais si ce jour viendrait », dit-il doucement. « Vous savez quelque chose ?» demande Duchamp, le cœur battant. « Le 16 août 1984, tôt le matin, vers 6 heures, j'ai reçu un appel téléphonique au bureau de l'évêché. C'était Henri Garnier. Il parlait d'une voix étrange, plate, comme morte. Il a dit « Père Martin, j'ai besoin que quelqu'un vienne au presbytère, seul, immédiatement. Et je vous en supplie, ne prévenez pas la police. Je suis allé, quand je suis arrivé, Henri m'a ouvert. Il était pâle comme un fantôme. Il m'a emmené au sous-sol. Il m'a montré les corps, Marc et Mathilde, enterrés dans la terre. Il m'a tout raconté, la révélation, la dispute, l'accident, la mort de sa mère. Il pleurait. Il disait que c'était sa faute, qu'il avait détruit sa famille au nom de la vérité. Il disait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre. Il m'a demandé de l'aider. Martin s'arrête, ses yeux remplis de larmes. Je ne savais pas quoi faire. J'étais jeune, terrifié. Henri a pris un flacon de somnifères, ce qu'on prescrivait à sa mère pour ses insomnies. Il en a avalé tous, devant moi. J'ai essayé de l'en empêcher, mais il était déterminé. Il s'est allongé dans le sous-sol à côté de sa mère. Il m'a dit « Couvrez-moi de terre, faites comme si nous n'avions jamais existé. Le scandale détruirait trop de vies, laissez-nous disparaître. » Puis il a fermé les yeux. J'ai attendu, 1 heure, peut-être plus, jusqu'à ce que je sois sûr qu'il était mort. Puis j'ai fait ce qu'il m'avait demandé. J'ai pris la pelle, j'ai recouvert son corps de terre, j'ai prié pour son âme, puis je suis remonté, j'ai nettoyé la cuisine, la salle à manger, j'ai tout rangé pour que ça paraisse normal, et je suis parti. Plus tard, dans la journée, quand l'alerte a été donnée pour leur disparition, je n'ai rien dit. J'ai gardé le secret pendant 40 ans. J'ai violé mon serment de prêtre, j'ai obstrué la justice, j'ai laissé des familles souffrir dans l'incertitude. Et tout ça pourquoi? Pour protéger la réputation d'une famille morte, pour éviter un scandale. Martin pleure maintenant ouvertement. Chaque jour depuis, j'ai prié pour le pardon. Chaque messe que j'ai célébrée, je pensais à eux, enterrés dans ce sous-sol. C'était mon fardeau, ma croix, et maintenant vous les avez trouvés. Duchamp enregistre toute la confession. Martin la signe, sachant qu'il pourrait être poursuivi pour non-assistance à personne en danger et dissimulation de cadavres. Mais il semble soulagé. 40 ans de secret ont été un poids terrible. Le 13 décembre 2023, le procureur de la République organise une conférence de presse. Les médias nationaux et internationaux sont présents. Le mystère des prêtres disparus de Lourdes, qui a hanté la France pendant près de 40 ans, est enfin résolu. Duchamp explique les faits, la découverte des corps, l'analyse ADN révélant que Marc n'était pas le fils biologique de Georges Garnier, la reconstitution de la confrontation tragique du 15 août 1984, la confession du père Martin.
L'affaire fait la une de tous les journaux. Les réactions sont mitigées. Certains expriment de la compassion pour Henri, un homme déchiré entre vérité et charité. D'autres le condamnent pour sa rigidité, estimant qu'il aurait dû garder le secret pour préserver sa famille. Le débat fait rage sur les réseaux sociaux, dans les émissions de télévision, dans les églises. Le père Martin est poursuivi, mais compte tenu de son âge, de son état de santé et du temps écoulé, il reçoit une peine avec sursis. L'Église ouvre une enquête canonique sur son comportement. Il accepte toutes les sanctions avec humilité. Les 3 corps sont identifiés officiellement grâce à l'ADN comparé avec des effets personnels. Henri Garnier, Marc Garnier, Mathilde Garnier. Ils sont enterrés ensemble dans le cimetière de Lourdes. Le 22 décembre 2023, une messe de funérailles est célébrée à la cathédrale de Tarbes. Des centaines de personnes assistent, certaines qui les ont connues, d'autres simplement touchées par la tragédie. Dans l'homélie, l'évêque parle du pardon, de la complexité humaine, des secrets qui empoisonnent les familles. Il évoque la phrase de Jésus « La vérité vous rendra libre », mais ajoute que la vérité doit toujours être tempérée par l'amour et la miséricorde. Henri a choisi la vérité sans amour, et cela a mené à la tragédie. Sophie Lemaire publie un article scientifique sur l'analyse ADN du cas, qui devient une référence en génétique judiciaire. Elle souligne comment la science moderne peut résoudre des mystères anciens, mais aussi comment elle peut révéler des secrets familiaux douloureux. Olivier Blanc et ses ouvriers terminent la rénovation du presbytère en mars 2024. Le sous-sol, où les corps ont été trouvés, est transformé en une chapelle commémorative. Une plaque est installée. À la mémoire d'Henri, Marc et Mathilde Garnier, que leurs âmes reposent en paix, que leur histoire nous enseigne la compassion. Madame Ferrer aurait été satisfaite. Son obsession était justifiée. Il y avait vraiment quelque chose à découvrir. Son cahier de notes, retrouvé dans les archives diocésaines après l'affaire, est lu avec un nouveau respect. Elle avait intuitivement senti que la vérité se cachait plus près qu'on ne le pensait. Pour Lourdes, l'affaire marque profondément la communauté. Certains paroissiens de Saint-Pierre se souviennent d'Henri et Marc avec nostalgie, d'autres avec une compréhension nouvelle de leur humanité complexe. Le presbytère musée attire maintenant des visiteurs curieux, pas seulement pour l'histoire du pèlerinage, mais pour l'histoire tragique de la famille Garnier. Des descendants de Paul Sarraut sont contactés par les médias. Sa fille, maintenant âgée de 74 ans, refuse tout commentaire. Mais son fils, 70 ans, accepte une interview. Il dit qu'il ne savait rien de la liaison de son père avec Mathilde, que cela choque toute la famille. Mais il exprime aussi de la compassion pour Marc, ce demi-frère qu'il n'a jamais connu. J'aurais aimé le rencontrer, savoir qu'il existait. Notre père lui a fait du tort en le rejetant. C'est une tristesse supplémentaire dans cette tragédie. En mai 2024, un documentaire est produit sur l'affaire. Il retrace toute l'histoire, avec des interviews de Duchamp, Lemaire, d'anciens paroissiens, d'experts en psychologie. Le documentaire explore les thèmes du secret familial, de la honte catholique vis-à-vis de l'illégitimité, du conflit entre vérité et charité. Duchamp prend sa retraite en juin 2024. L'affaire Garnier a été la dernière de sa carrière, et probablement la plus marquante. Dans un entretien, il réfléchit. Cette affaire m'a appris que la vérité n'est pas toujours la chose la plus importante. Parfois, l'amour, la protection de ceux qu'on aime, le pardon des erreurs du passé sont plus importants. Henri était un homme bon qui a fait un mauvais choix. Il a choisi la vérité absolue sans considérer les conséquences humaines. C'est une leçon pour nous tous. Pour la science médico-légale, le cas établit de nouveaux protocoles sur l'analyse ADN de restes anciens et sur la révélation de secrets familiaux découverts post-mortem. Des comités d'éthique débattent. Devrait-on toujours révéler ce que l'ADN nous dit sur le passé, ou certains secrets devraient-ils rester enterrés avec les morts? L'histoire des Garnier devient un cas d'école dans les séminaires discutés par les futurs prêtres. Comment gérer les secrets de confession? Comment équilibrer vérité et charité? Quand le silence est-il plus sain que la révélation? Ces questions,
déjà anciennes en théologie morale, prennent une nouvelle urgence à la lumière de cette tragédie concrète. En définitive, 3 vies ont été perdues à cause d'un secret. Un secret né de l'amour illégitime, caché par honte, révélé par un sens du devoir rigide. Mathilde a aimé un homme qui l'a abandonné, a construit une famille sur un mensonge protecteur. Henri a découvert la vérité et a cru qu'il devait la dire sans mesurer le prix. Marc a appris qu'il était vraiment dans un moment dévastateur, qui lui a coûté la vie. Et tous les 3 reposent maintenant ensemble, leur secret révélé au monde, leur humanité exposée, leurs péchés et leurs souffrances enfin compris et pardonnés. Cette affaire nous montre à quel point les secrets familiaux peuvent empoisonner des vies pendant des générations. Elle nous enseigne aussi que la vérité, aussi importante soit-elle, doit toujours être tempérée par l'amour et la compassion. Henri Garnier a payé le prix ultime pour avoir révélé une vérité qui aurait peut-être dû rester cachée. Qu'en pensez-vous? Aurait-il dû garder le secret ou avait-il raison de vouloir que Marc connaisse ses véritables origines? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères résolus par la science moderne.